Salut à toutes, salut à tous, début de saison parfait, au moins sur le plan statistique pour les Verts de Yann Cafo, avec 6 points en 2 matchs et 6 buts marqués. Évidemment, on n'oubliera pas la fin de ce match contre Clermont avec un but encaissé sur la première frappe cadrée des Auvergnats et un petit manque de sérénité derrière avec quelques atermoiements et quelques situations concédées, dont une frappe déviée par Gauthier Larsonneur sur son poteau. Certains d'entre vous trouveront peut-être que, en disant ça, je fais la fine bouche. Je le vois plutôt comme une petite alerte pour éviter de s'emballer. En plus, ces quelques points de vigilance dont je viens de parler, ils s'ajoutent au fait que Clermont avait déjà un peu gêné la Saint-Etienne pendant une partie de la première période. Mais bon, c'est assez normal à ce stade de la saison. Les équipes ne sont pas encore complètement rodées. Il va falloir attendre quelques journées de plus pour se faire une idée vraiment précise de ce que vaut cette AS Saint-Etienne 2026-2027. Alors oui, attention au relâchement, mais c'est quand même un succès net et sans discussion possible, il faut le dire, c'est mérité. Même David Guillon, l'entraîneur du Clermont Foot, l'a dit en conférence de presse d'après-match, même s'il lui estime que ses joueurs auraient dû obtenir un penalty à 0-0. Moi, Geoffroy Guichard, j'avais pas d'écran de contrôle, donc c'est vraiment difficile à dire pour moi s'il y avait faute de Kevin Pedro. Je vais donc plutôt retenir le positif, notamment sur le fait que j'étais marqué sur ces deux premiers matchs de Ligue 2 par la prestation collective des Verts. Ils ont été peut-être moins cliniques cette fois qu'à Sochaux, mais je trouve que ça joue vraiment davantage en équipe que l'an dernier. Et cette équipe, justement, elle est moins dépendante des coups d'éclat de ses individualités que l'équipe de la saison dernière. Bon, je dis ça, là, elle s'est quand même facilité les choses en ouvrant le score juste avant la mi-temps par un joli but d'Irvine Cardona sur une jolie prise d'initiative. Mais je trouve que l'ensemble est plus stable, plus dominateur. Encore une fois, ce dont je parlais juste avant est valable pour l'adversaire. On l'évoquait dans l'avant-match avec mon collègue de la montagne, Valérie Lefort. Clermont a été quand même assez inoffensif malgré tout. Clermont qui a réduit le score à 89 minutes sur son premier tir cadré, et avant de trouver le poteau sur une frappe déviée par Gauthier Larsonneur. Donc voilà, alors, je me répète, on attendra encore quelques journées de championnat supplémentaires pour se faire une idée plus avancée de la qualité de cette équipe stéphanoise. Avant que je rembobine pour reprendre le contexte de cette soirée, pensez à vous abonner, à mettre le petit pouce. C'est un petit geste pour vous, mais c'est une aide très précieuse pour m'aider à faire grandir la chaîne. Voilà, ceci étant dit, je reviens sur le contexte de ce premier match de championnat à domicile cette saison à Geoffroy Guichard, dans un stade un peu triste, puisque comme la semaine prochaine face à Grenoble, les deux COP étaient fermés. Il y avait quand même ce soir un peu plus de 22 000 spectateurs, une veille de 15 août, il faut le souligner. Et même vite, le COP Sud a fait passer un message malgré tout, message que vous validerez sans doute chez vous, 4 saisons sur 5 en Ligue 2. On espère que vous en avez tout autant de marre que nous. Remontons en Ligue 1 une bonne fois pour toutes. Autre petite chose que je voulais noter, vous rappeler si vous n'étiez pas devant la télé ou pas au stade, c'est qu'il y a eu des orages quand même importants sur Saint-Etienne avant le match, donc ça a bien mouillé le terrain et ça fait aussi redescendre un petit peu la température, donc c'était sans doute beaucoup mieux pour jouer au foot. Et donc revenir sur le contexte de cette partie avec des Verts qui devaient confirmer le joli succès qu'ils avaient ramené de Sochaux la semaine dernière. Et comme on pouvait s'y attendre, Yann Cafo, il avait logiquement reconduit exactement le même 11 de départ que la semaine passée. 11 de départ donc avec Gauthier Larsonneur dans les buts. La défense avec de gauche à droite Joao Ferreira, Julien Le Cardinal, Souaib Nahir et Kevin Pedro. Devant eux le double pivot avec Aaron Chongwei et Maxime Bernauer. Encore devant Augustin Boakier et Jacob Breuim. Et devant Irvine Cardona associé à Tierno Ballo. C'était plus largement le même groupe que la semaine dernière avec un seul changement. C'était Loan Gadegbekou qui sortait, Loan Gadegbekou, vous le savez, qui était prêté à Pau et qui était remplacé numériquement par la nouvelle recrue slovène des Verts, Tamar Svetlin. Et le numéro 16 qu'on a vu plutôt que prévu, qui a joué une grosse partie du match finalement, puisqu'il a remplacé Joao Ferreira. C'était une des mauvaises nouvelles du soir, qui a été blessé dans un choc assez violent au bout de 15 minutes de jeu, et il est sorti sur civière après 5-6 minutes d'interruption. C'était assez impressionnant. J'ai encore une fois pas pu revoir le contact de presse, faute d'écran de contrôle, mais a priori il y a plus de peur que de mal, d'après ce que nous a dit Yann Cafo après le match. Ce que je retiens ensuite du match, c'est que les Verts ont su faire mal à des moments stratégiques. Autant à Sochaux, ils avaient été cliniques en 6 minutes en marquant 3 fois. Là, c'était un peu plus espacé, mais c'est quand même sur des moments importants, juste avant la mi-temps, juste après, et puis en prenant le large à 20 minutes de la fin. Ils ont en plus concédé très peu d'occasions, je le redis, la première frappe adverse cadrée, elle arrive à la 89e minute, c'est celle qui permet clairement de revenir à 3-1. Évidemment, tout ce que je viens de dire aurait pu tomber à l'eau si l'arbitre avait sifflé penalty à la 30e minute. Pour revenir un peu sur le déroulé de cette partie,
Les Stéphanois ont quand même démarré assez fort. Il y a une première alerte, deuxième minute. Il y a un ballon qui est donné côté gauche à Tierno Ballo. L'Autrichien, il laisse passer entre ses jambes et puis il grille en vitesse son garde du corps. Il centre fort devant le but, c'est boxé par le gardien auvergnat qui a été plutôt bon, même s'il a pris 3 buts, Guy Varche. Ça revient entrée de surface sur Joao Ferreira, qui manque complètement sa frappe. C'était une première bonne opportunité. On a vu des Stéphanois avec un plan de jeu un peu surprenant. C'est presque paradoxalement les deux attaquants qui écartaient vers la ligne de touche et les deux meneurs excentrés qui occupaient plutôt l'axe du terrain. Et dans cette configuration, ils se sont créés une autre occasion dès la 6e minute. Voilà, corner long au deuxième poteau. C'est Ron Chung-Wai qui est presque trop seul et qui applique un peu trop sa tête. Du coup, elle n'est pas très puissante et elle est assez facilement repoussée. Et puis donc, voilà, j'en parlais au début, il y a un premier tournant avec la sortie sur blessure de Joao Ferreira, touché dans un choc avec, il me semble que c'est Koné, le Clermontois, avec lequel il s'est tamponné. L'arbitre siffle faute en faveur de Clermont. Encore une fois, je ne l'ai pas revu, donc vous me direz dans les commentaires si c'est scandaleux ou pas, vous qui avez peut-être eu la chance d'avoir un ralenti. En tout cas, Joao Ferreira reste au sol, affolement des Verts qui vraiment demandent tout de suite, en tout cas l'entrée des soigneurs et un peu plus tard un remplacement. Svetlin, donc le Slovène, part s'échauffer. Les soignants entrent, ça dure 5-6 minutes. Le jeu est arrêté et finalement, Joao Ferreira, il finit par sortir sur une civière sous les applaudissements de Geoffroy Guichard. Mais dans ce contexte-là, Yann Caflo il est obligé de réorganiser son équipe. C'est Maxime Bernauer qui va passer latéral gauche et Kevin Pedro décalé à droite. Et est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est Clermont qui rentre un peu dans son match? Mais voilà, les débats vont se rééquilibrer avec une équipe adverse qui va faire déjouer les Verts. Et on va voir plusieurs fois Yann Caflo, un peu façon d'Eric Corneland, pas mal bouger dans sa zone technique et pas forcément satisfait de ce qu'il voyait et des solutions que trouvaient ses joueurs pour essayer de mettre en difficulté leurs adversaires. Il va falloir attendre à peu près la demi-heure de jeu pour qu'ils reprennent la main sur le match. Et avec un énorme raté, ça aurait dû faire but et l'ouverture du score. C'est une bonne récupération de Maxime Bernauer côté gauche. Il donne à Jacob Bruyme. Jacob Bruyme, à son tour, il c'est Irvine Cardona. Et la Cardona, c'est un caviar vraiment pour Augustin Boisquier. Augustin Boisquier, il fait le plus dur avec un super contrôle. Il se met le ballon dans la course face au but. Il n'a plus qu'à frapper de son pied gauche. Voilà, petit plat du pied, petit filet opposé. Et sa frappe ne trouve pas le cadre. On en reste donc à 0-0. Puis ensuite, c'est le gardien clermontois, je le disais tout à l'heure, qui va s'illustrer. D'abord, il va claquer juste au-dessus de sa transversale un centre de Kevin Pedro. Geoffroy Guichard commence, tant bien que mal, son l'écope, à pousser avec les Verts. Et c'est ensuite Zeitlin qui va s'avancer et tenter une jolie frappe. Elle file sous la barre. Guy Varche, il part un peu trop. Il est un peu trop parti sur le côté. Il arrive quand même d'une main à mettre en corner. Et il repousse finalement juste les choses de quelques minutes, puisque l'ouverture du score va arriver à la 41e minute. C'est une bonne interception de Tamar Zeitlin. Le Slovène qui intercepte un ballon, il transmet à Jacob Bruyme. Jacob Bruyme, sans regarder en une touche, ça c'est quand même très classe. Balle en profondeur pour servir Tierno Ballo. Tierno Ballo, il s'en mêle un peu les pinceaux, le ballon reste derrière lui. Et là, Irvine Cardona arrive, dès 20 mètres, de son mauvais pied le gauche, voilà, frappant une touche. Ça file au sol. Est-ce que le fait que le terrain soit mouillé, ça a pu jouer? Mais en tout cas, Théo Guy Varche est battu sur sa droite, ça fait petit filet. Ça fait 1-0, et c'est donc déjà le 3e but d'Irvine Cardona après 2 journées de Ligue 2. Sur cette fin de première période, les choses vont s'animer. Les Verts vont passer tout près de faire le break et tout près de se faire rejoindre. La première occasion, elle est donc pour eux. C'est Tierno Ballo qui va être dangereux à la suite d'un joli numéro de Kevin Pedro côté droit. Il fait un contrôle poitrine qui n'est pas évident. Il va enchaîner ensuite pour déborder et centrer fort. Ça arrive sur Ballo qui est tout seul au deuxième poteau, un pointu. Visiblement, c'est dévié par le gardien puisque l'arbitre donne corner derrière, mais ça aurait dû faire but parce que c'était vraiment une grosse occasion très nette. Et juste derrière, Clermont va montrer un peu le bout de son nez. Et par son avant-centre très costaud dont j'ai oublié le nom, ça me reviendra peut-être tout à l'heure, il arrive à contrôler, il enchaîne avec une volée croisée du gauche, ça passe vraiment pas loin, je pense, de la lucarne opposée. Gauthier Larsonneur n'avait pas bougé, donc ça aurait pu très bien faire un partout. Mais voilà, quand même, les Verts ont eu la dernière opportunité de cette première période. C'est Irvine Cardona qui est servi côté droit, qui centre. Ballo reprend et croise en une touche. Là encore, c'est dévié, ça finit en corner. 1-0 donc à la pause, avantage mérité, face à un adversaire clermontois qui est par séquence arrivé à faire déjouer des Verts pas toujours comme il faut. Je pense notamment au positionnement de Maxime Bernauer comme latéral gauche qui a eu une période compliquée. Voilà, il était des fois un peu haut et du coup dans son dos il y avait des espaces qui n'ont pas été bien utilisés par les adversaires heureusement. Mais voilà, malgré tout le plus important c'était d'avoir ouvert le score et de rentrer à la pause à 1-0, un avantage que les Verts ont essayé de doubler très vite. 47e minute, magnifique ouverture de Maxime Bernauer justement pour Jacob Bruyme qui part quasiment de son camp, qui arrive à garder son avance
à repiquer pour se mettre sur son pied droit et croiser sa frappe dans les 6 mètres. Malheureusement, c'est pas cadré. Il va falloir attendre un petit peu pour doubler la mise. 54e minute, ça part d'un corner de Jacob Bruyne. Est-ce que c'est un corner raté? Est-ce que c'est une combinaison? Je sais pas trop. Mais en tout cas, Irving Cardona arrive au premier poteau, il dévie en une touche, et là, Tierno Ballo, il est à 1 mètre du but, il est passé devant son défenseur, et il n'a plus qu'à prolonger le ballon dans le but pour signer son premier but en vert et faire beaucoup de bien à son équipe. Son équipe qui aurait pu définitivement se mettre à l'abri à l'heure de jeu. Augustin Boaké sur une action très similaire à celle de Sochaux. Il passe son vis-à-vis avec un coup d'épaule. Il arrive à centrer pour Jacob Bruyne. Malheureusement, la reprise du Danois, elle est déviée et ça termine en corner. Le troisième but, il va falloir attendre encore un petit peu plus. Ça va arriver à la 71e minute. Côté gauche avec un 1-2 entre Irving Cardona et Zuriko Davitashvili. Le ballon revient sur Cardona qui tombe et qui demande le penalty. L'arbitre laisse jouer, il fait bien puisque ça revient sur Aaron Chungbai qui prend sa chance, il reprend, Jacob Bruyne est sur la trajectoire, il dévie du droit, ça finit au fond et ça fait 3-0. 3-0, les Verts déroulent, en tout cas on le pense, et voilà, il va y avoir quelques situations de contre qui seront mal exploitées, et Yann Cafo il en profite pour faire un peu tourner, il va préserver Irving Cardona et donner du temps de jeu à Joshua Dufus, il fera aussi rentrer Adam Bahalel et puis le petit Kazia, je ne sais pas si je le prononce bien, le petit latéral, pour sa première en pro, voilà, et, les Verts vont même notamment avoir une belle occasion par Kevin Pedro qui, avec pas mal de culot, cessé à la frappe, c'est pas cadré. Voilà, on se dirige tranquillement vers une victoire assez large, 3-0. Voilà, tout le monde est content côté stéphanois. Et puis arrivent les dernières minutes, la 89e en l'occurrence, c'est Ousmane Diop qui était entré en jeu un petit peu avant, qui est lancé en profondeur, voilà, entre les deux centraux. Il arrive devant Gauthier Larsonneur, il gagne son duel avec un petit ballon entre les jambes du gardien stéphanois. Il y aura ensuite une frappe que Gauthier Larsonneur va dévier sur son poteau, quelques alertes aussi, mais sans conséquence donc. Et je le disais au départ, deuxième victoire en 2 journées pour la Saint-Etienne, qui au niveau statistique et sur son tableau de marche est vraiment très bien à ce moment de la saison. Il faudra voir quand même face à un adversaire un peu comme Clermont, qui jouera bas sur le double pivot. Là, ce sont des joueurs pas forcément très mobiles. Face à une défense regroupée, ça manque des fois un peu de spontanéité, et peut-être que c'est une formule qu'il faudra faire évoluer sur certains matchs. Comme d'habitude, on termine ce débrief avec les notes des Verts. Venez me dire si vous êtes d'accord avec moi ou pas dans les commentaires. Juste avant, encore une fois, pensez à vous abonner et à mettre un petit pouce à cette vidéo. Ça m'aidera énormément. Gauthier Larsonneur, pas facile à noter, très peu sollicité. Il prend un but sur la première frappe cadrée adverse. Il en dévine sur son poteau. Je vais rester sur un 5/10 puisque voilà, on attend de lui dans une équipe qui est amenée à dominer, à ce qu'il fasse l'arrêt quand il faut. Et malheureusement, sur la première situation clermontoise, première vraie situation clermontoise, il encaisse un but, et il avait déjà été heureux, j'en parlais en fin de première période, la volée croisée de Oku, voilà, j'ai retrouvé le nom de l'attaquant clermontois, n'est pas fini au fond. On passe à la défense, et évidemment j'ai décidé de ne pas noter Joao Ferreira qui n'a passé qu'un quart d'heure sur le terrain. J'ai mis 6/10 aux 3 autres. Julien Cardinal, j'ai trouvé très solide dans le duel. Il a fait une ou deux montées, voilà, balle au pied pour essayer de donner l'impulsion qui venait pas justement du double pivot Chungvai, Bernauer puis Svetlin. Swab Nair, pareil, match très costaud, voilà, toujours bien placé. J'ai failli leur mettre 7/10, c'était avant les dernières minutes du match où ça a été un peu plus fébrile, et ces deux centraux, ça doit être quelque part les patrons qui doivent rassurer quand voilà, il y a des petits passages à vide comme celui-ci. Même chose pour Kevin Pedro, ça sera un 6/10. On l'a vu toucher en début de partie, bon, il s'en est parfaitement remis. Il est passé à droite après la sortie de Ferreira, on a senti qu'il était beaucoup plus à l'aise sur son bon pied. Il a fait pas mal de montées dans son couloir. Les centres n'ont pas toujours aboutis. Il a quand même tenté, il a amené quelque chose. Il y a même cette reprise acrobatique, je ne sais pas si vous vous souvenez, en fin de première période, une reprise un peu façon ciseau du gauche à la suite d'un corner. Il a été assez offensif, sérieux, voilà, plutôt bon match du latéral stéphanois. J'ai décidé de mettre un 7/10 à Maxime Bernauer, qui a démarré donc, en numéro 6 avant de passer arrière gauche suite à la sortie de Joao Ferreira. Il a eu un petit passage à vide où il a eu un peu de mal à se positionner, mais j'ai trouvé qu'il avait fait quand même pas mal de récupération dans les pieds adverses, et puis surtout il a cet état d'esprit que j'aime bien depuis quelques semaines voire quelques mois, puisque c'était pareil sur la fin de saison. Il est très bagarreur, très accrocheur, et sur une ou deux situations il a fait admirer aussi son jeu long avec quelques belles transversales et une super ouverture pour Jacob Bruyne qui aurait pu faire 2-0. Son compère de l'entrée-jeu, Aaron Chungvai, je lui ai mis un 6/10. On sent que c'est le métronome. Il me fait penser un peu au Jérémy Clément de la grande époque où tous les ballons passent par lui. Il joue très juste. Ses passes sont très précises, que ce soit jeu court, jeu long, pas de problème. Son jeu long a même donné une belle situation. Donc voilà, j'ai une petite réserve sur sa mobilité. C'est quelqu'un qui est très proche de sa défense, et peut-être que face à des blocs bas,
ça sera une petite chose qu'il faudra corriger. Il a donc, une fois Joao Ferreira sorti, continué le match dans ce double pivot avec Tamar Svetlin, à qui j'ai donné un 6 sur 10. Voilà, il était peut-être pas tout à fait prêt. Je ne suis pas sûr qu'il ait eu beaucoup de séances avec ses nouveaux partenaires, mais il a fait admirer déjà sa qualité de frappe à 37e, une frappe un peu flottante qui file sous la barre et que le gardien arrive quand même à dévier en corner. C'est lui aussi qui intercepte le ballon sur l'ouverture du score, donc c'était un match sérieux à défaut d'être flamboyant. Je vais être un petit peu plus dur avec Augustin Boaquier parce qu'on en attend beaucoup plus. Je lui ai donné la note de 5 sur 10, même s'il aurait pu être passeur décisif sur cette action, je le disais, qui rappelait celle de Sochaux. Pas mal d'impact en première période, beaucoup de fautes. Et puis surtout, il a gâché une énorme occasion seul devant le gardien qui aurait dû être l'ouverture du score et aider son équipe. Il a fait aussi quelques mauvais choix, notamment en seconde période. Je me rappelle d'une percée, une contre-attaque, il part côté droit. Plutôt que de servir Irvine Cardona dans la profondeur, il essaie de repiquer dans l'axe et il se fait prendre le ballon. Voilà, c'est un peu dommage. Je pense qu'il est capable de faire beaucoup mieux. Jacob Bruyme, je lui donne un 7 sur 10. J'ai vu quelques commentaires sur Twitter, enfin sur X. Certains auraient sans doute pensé que je mettrais plus, mais sa première demi-heure a été très très discrète. Il y a une frappe enroulée après un corner, mais qui est pas cadrée, et il a été moins influent sur le jeu, voilà, pendant notamment cette première demi-heure. Il est quand même malgré tout impliqué sur le premier but, puisque c'est lui qui donne en une touche le ballon dans la profondeur à Tierno Ballo avec cette passe aveugle magnifique. Il y a eu un geste défensif de classe aussi sur la fin de première période, où voilà, il revient défendre et il fait un contrôle porte-manteau extraordinaire. Il est aussi impliqué sur le 2-0 puisque c'est lui qui tire le corner dévié par Irvine Cardona et repris par Tierno Ballo, et je trouve qu'il a été de mieux en mieux dans ce match avec une influence qui a été croissante, donc ce sera un bon 7 sur 10. Même note pour Irvine Cardona, un 7 sur 10 avec ce joueur, on le connaît, voilà, il n'a pas toujours été juste en début de partie sur ses premiers centres, mais c'est quelqu'un qui on le sait, qui est hyper généreux dans l'effort, qui se bagarre, qui court, qui propose, et il a été récompensé par ce but plein de culot avec une frappe en première intention et de son mauvais pied, et puis il a emmené les autres, j'ai trouvé, dans son sillage ensuite, donc c'est un très bon match pour Irvine Cardona. Ça aussi je l'avais dit tout à l'heure, 3e but en 2 journées de Ligue 2, j'en avais parlé la semaine dernière, on va attendre un peu plus parce que la saison passée il avait aussi très bien commencé avant de s'éteindre un petit peu et de sortir de l'équipe d'Eric Orneland. Et je termine donc avec Tierno Ballo, à qui j'ai mis la note de 6 sur 10. Ça confirme ma première impression. Je crois que je vous en avais parlé dans le précédent débrief. Tierno Ballo, il me rappelle un peu le Obama des débuts, qui est très rapide. On l'a vu dès la 2e minute où il arrive à passer vraiment en vitesse son adversaire, à l'enrhumer. C'est pas toujours au point techniquement, et surtout il y a un manque d'efficacité parce qu'il a eu de grosses opportunités de marquer en première période, mais il y a quand même quelque chose. Et voilà, il faut espérer qu'il suive le même destin que Pierre-Emerick Aubameyang. Voilà, c'est maintenant à vous de me dire ce que vous pensez de ce match, si vous êtes d'accord ou pas avec moi, notamment pour les notes. Vous pouvez me donner les vôtres, me faire dans les commentaires, me faire vos retours sur cette 2e journée de Ligue 2. Et j'en profite d'ailleurs, en parlant de commentaires, pour vous remercier, parce que j'ai reçu sur YouTube des messages très sympas ces derniers temps. J'essaie de répondre à tout le monde, parce que vraiment j'y tiens, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir échanger avec vous. Merci aussi d'avoir suivi ce débrief. Encore une fois, je compte sur votre soutien pour mettre le petit pouce et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très vite pour la suite. Ciao.